Bonjour, je suis Frédéric Paris de la ferme Joël et vous écoutez les podcasts agricoles du Québec. Dans les podcasts agricoles à la vie, comme à l'école, on se parle de bricoles, de choses anticoles. On se parle de tracteurs, y'a les fans, pis les menteurs. On se lève de bonne humeur, pis on compte pas nos heures. Christian Dionne est là. Agricole, 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 agricole. Bienvenue dans le podcast agricole du Québec avec Christian Dionne. Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Christian Dionne pour les podcasts agricoles du Québec. Hey, aujourd'hui, j'étais avec une personne que j'ai connue via Twitter principalement, Frédéric Paris, de la ferme Joël, située à Sainte-Clotilde. Sainte-Cécile de Milton. Excuse-moi. Ça va bien, Fred? Oui, ça va super bien, toi aussi? Good, ben oui, ça va bien. Hey, écoute, Fred, moi, dans les podcasts, j'aime ça faire découvrir du monde. Fait que là, c'est à ton tour de te faire découvrir. Puis tu vas nous raconter un peu tes origines, agricoles surtout. Puis après ça, on va faire toute ta carrière professionnelle dans l'agriculture. Fait que, vas-y! C'est bon. Ben, moi, c'est ça. J'ai grandi à Saint-Hyacinthe, face à la rivière Yamaska. Et puis, j'ai grandi... mon grand-père avait à l'époque une ferme laitière. J'ai grandi voisin là, de mes grands-parents à Paris. Et puis, mon histoire d'amour avec l'agriculture a commencé en 1988, quand j'avais 13 ans. Mon grand-père était au début de la soixantaine et puis, dans le fond, j'allais déjà aider de temps à autre, occasionnellement, sur la ferme. Et puis, à un moment donné, ben, ma mère m'a cherché quoi faire, tu sais, comme petit emploi étudiant, tout ça. Et puis, ma mère, à un moment donné, m'a suggéré, elle dit, bon, pourquoi tu n'irais pas aider ton grand-père à la ferme, tu sais, puis peut-être qu'il aimerait ça avoir un petit coup de main. Fait que c'est comme ça a commencé. À un moment donné, j'ai dit à grand-papa, j'ai dit, demain matin, je peux-tu aller à l'étable avec toi? Puis, il a dit oui. Puis là, ben, j'avais déjà appris un peu comment les rudiments de base avec mon oncle, là, que j'avais été aidé là, pendant les vacances de mes grands-parents, l'été justement, 1988. Et puis c'est ça. Puis mon grand-père était quelqu'un qui était très particulier. Puis il aimait ça travailler. C'était un solitaire, tu sais. Un peu comme moi d'ailleurs, mais dans son travail, il était très solitaire, puis il aimait pas beaucoup avoir beaucoup de gens autour de lui, mais il m'a accueilli avec lui, puis il m'a montré là, toutes les étapes, là, puis au fur et à mesure que je grandissais, puis que je devenais plus responsable, ben en réalité, c'est lui qui m'a montré là, tous les rudiments de la production laitière, et puis l'amour du travail avec les animaux, la passion du travail avec les animaux. Et puis, c'est ça, je l'ai accompagné les 2 dernières années de sa carrière de producteur laitier. Le troupeau de vaches a été vendu le 13 septembre 1990. Et puis, j'avais alors 15 ans. On n'avait pas pu prendre la relève, là, mon père et moi, j'étais jeune, puis en tout cas, ça n'a pas été possible de continuer le troupeau laitier à mon grand-père. Mon grand-père voulait continuer sa carrière de producteur agricole, puis il a continué à cultiver sa terre là, tout le restant de sa vie. Puis j'ai continué à travailler avec lui aussi, justement. Il a continué à produire du foin et des petites céréales. Et puis, c'est comme ça que mon amour de l'agriculture a pris forme, là. C'est une ferme de combien de générations? Ben, en réalité, cette ferme-là que mon grand-père avait, lui, il est parti de rien. Lui, il avait acheté, il a acheté sa ferme, il me semble, il a démarré son élevage en 1948 parce que je crois que c'était la première année d'opération du Centre d'insémination artificielle du Québec à Saint-Hyacinthe. Okay. Et puis, mon grand-père a été producteur laitier toute sa carrière, de 1948 à 1990. Puis, il n'a jamais eu un taureau pour essayer des animaux à la ferme.
parce que lui a commencé la même année que le centre d'insémination artificielle a débuté ses activités, puis il n'y a jamais eu de taureau à la ferme. Fait que mon grand-père est parti de rien. Il avait eu de l'aide pour acheter sa terre. Il a fait sa carrière en passant sur une terre de 45 arpents. Il y avait un troupeau de 30 vaches laitières, mettons à peu près 45 têtes. Il louait environ 40 arpents ailleurs. Puis il a réussi à élever une famille de 9 enfants, puis a bien réussi là, sa carrière, puis se retirer avec un bon succès monétaire, on va dire. Ma grand-mère est décédée il y a 2 ans, là, à l'âge de 95 ans. Hey boy. Mon grand-père est décédé en 2002. Il avait seulement 76 ans. Mais tu sais, il a vraiment bien réussi sa carrière puis financièrement. Fait qu'il disait que sa terre était pas grande, mais qu'elle était épaisse. Ça lui avait permis de bien réussir sa carrière et sa vie. Tu étais dans quel coin à Saint-Hyacinthe? Ben, Saint-Hyacinthe, nous, c'était ce qu'on appelle le quartier, le secteur Douville. Fait que nous autres, mettons, la rue Frontenac part de Saint-Hyacinthe puis s'en va direction Saint-Damas, c'était Rougemont. Si je me souviens bien, c'est comme la route 231. Et puis, j'étais situé là, peut-être à 4 km là, du pont qu'on appelle du pont de Douville. Et on était juste... La ferme est située encore aujourd'hui. Là, c'est mon père qui est propriétaire. Et puis, la ferme est située là, juste avant le rang Saint-Simon, là, en bordure de la rivière Yamaska, à Saint-Hyacinthe. OK. Ça, c'est le... OK, avant de traverser le pont, tu tournes, tu t'en vas vers Saint-Damas. Parce que l'autre bord du pont, ça mène à Saint-Pie, je pense. Ça se peut-tu? Oui. Le pont Douville, là, c'est la route 235. Puis la route 235 va t'amener Saint-Pie, l'Ange Gardien, et etc., là, jusqu'à Venise, en Québec, là, quelque chose comme ça. OK, parfait. Puis là, aujourd'hui, c'est ton père qui a la ferme. T'avais-tu des frères, des sœurs aussi qui pensent reprendre la ferme ou... Non, ben mon père, mon père est jeune, dans le sens qu'il vient tout juste d'avoir 65 ans. Moi, j'ai 46. Mon père, en tout cas, un addon, là. Moi, j'ai grandi voisin de la ferme à mon grand-père. Et puis, mon père a réussi à racheter, parce que son grand-père, mon arrière-grand-père, André Paris, qui a déjà été agronome au ministère de l'Agriculture à plusieurs endroits au Québec, là, en Gaspésie, mais surtout, il a terminé sa carrière à Saint-Hyacinthe, avait acheté une terre qui était voisin de la future ferme à mon grand-père. Et puis, lui, il avait acheté ça dans les années de la conscription, je pense les années 42, 43. Puis lui, il voulait comme empêcher ses fils d'aller à la guerre. Fait qu'il avait acheté cette ferme-là. Puis mon arrière-grand-père, que j'ai pas connu parce qu'il est décédé jeune, lui, il a exploité ça une couple d'années, puis il est décédé subitement, là, très jeune, probablement début des années 60. Et puis là, cette ferme-là s'est vendue à l'extérieur de la famille. Et puis, il y a eu 2 ou 3 propriétaires ensuite. Puis, mon père, dans le fond, est intéressé, on restait en face. Mon père est intéressé à s'acheter une terre. Puis, il a eu la chance, la chance de se faire offrir cette terre-là, puis de l'acheter en 1988. Fait que là, il est toujours propriétaire de la ferme. Et puis, c'est ça, il était en grande culture pendant plusieurs années. Il est à la pré-retraite tranquillement. Puis là, ses terres sont louées présentement. OK, mais j'ai fait le calcul. Ton père, il t'a eu, il avait 19 ans. Oui. Ma mère, elle avait 18 ans depuis 4 jours. Ah oui, Colin, OK. Ensuite de ça, bon, là, tu es allé à l'école, j'imagine, tu dois étudier en agriculture vu que tu avais pogné là-dessus. Exactement. C'est que là, mettons, après la vente du troupeau laitier à mon grand-père, moi, je me ramassais, j'avais 15 ans, puis je m'ennuyais des vaches. Fait que là, j'ai trouvé un emploi chez un, puis 2 producteurs laitiers qui étaient proches de chez nous. Et puis là, j'allais faire la traite puis l'alimentation. J'allais faire le train là-bas, là, les fins de semaine, l'été, les congés scolaires. Puis après ça, ben c'est ça. Moi, j'ai eu la piqûre de l'agriculture. J'avais pas vraiment de ferme familiale à reprendre à ce moment-là. Puis j'avais la piqûre des animaux, la production laitière. Fait que je me suis inscrit à l'ITA de Saint-Hyacinthe en gestion d'entreprise agricole. Et puis
c'est ça, j'ai étudié le profil production laitière, production bovine. C'était vraiment les animaux que j'ai toujours aimé. Et puis, c'est ça. Fait que j'ai travaillé comme étudiant, là, puis chez les producteurs laitiers de ma région. Et puis, j'ai travaillé chez les producteurs maraîchers aussi à récolte du maïs sucré l'été, puis même les citrouilles à l'automne, des choses comme ça pendant mes études. Et puis, c'est ça, quand que j'ai gradué en 95, au printemps 95, ben à l'automne 94, j'avais une session comme de congé. Fait que je travaillais sur une ferme maraîchère à Saint-Damas, chez ferme Patrick Guillet. Et puis, eux autres, il y avait un client de maïs grain et puis qui cherchait quelqu'un pour opérer un séchoir à maïs. Fait que j'avais jamais fait ça, mais ils ont donné mon nom pour me référer, comme quoi que je pourrais être un employé qui serait capable de faire ça. Puis j'allais pas à l'école cet automne-là. Fait que j'ai rentré à la ferme des 3T, Saint-Mathias-sur-Richelieu, la propriété de Nicole Tétrault. Puis c'est ça, j'ai été opérateur de séchoir à maïs cet automne-là. Et puis, en tout cas, elle semblait voir que je travaillais à son goût. Fait que, elle m'a offert une job quand j'ai terminé l'école. Fait qu'à ma session d'hiver, 95, ben, on avait 3 jours d'école. Les cours étaient répartis sur 3 jours. Fait que la fin de semaine et une journée et demie par semaine, ben, j'allais travailler c'était une ferme porcine aussi. Je connaissais pas du tout cette production-là, mais je l'avais dit bien clairement, je connaissais rien là-dedans. J'avais même jamais mis les pieds dans une porcherie à l'époque. Et elle m'a dit, viens-t'en avec nous autres, on va tout te montrer ça. Fait que quand je suis arrivé là, j'étais le petit étudiant qui bouchait les trous partout. Puis il y avait le petit pré-engraissement comme responsabilité. Puis quand j'ai terminé là en 97, après 2 ans et demi, ben j'étais responsable de tous les engraissements, la fabrication de moulins à la ferme, le séchage du maïs l'automne. Elle faisait cultiver ses terres à forfait. On donnait un coup de main là, pour les recherches au printemps, mais c'est ça. Fait qu'à l'espace de 2 ans et demi, là, j'ai bien aimé cette expérience-là. C'était une ferme il y avait un gérant sur place, puis on travaillait en équipe de 4 employés. On était 2 par 2 pour faire les fins de semaine. Puis écoute, on avait une fin de semaine de congé sur 2, puis un vendredi de congé sur 2. Fait que moi, étant jeune papa à l'époque, j'ai eu mes enfants jeunes, à 20 ans puis 21 ans. Fait que, tu sais, d'avoir 3 jours de congé sans travailler aux 2 semaines, tu sais, quand tu as connu la production laitière, puis un horaire de travail intéressant de 7h30 à 5h, tout ça, écoute, moi, j'ai beaucoup aimé l'expérience. Mais on a eu d'autres fenêtres qui se sont ouvertes puis que j'ai sauté dedans par après. Fait que on est allé vers autre chose après. Fait que toi, tu as terminé l'ITA au printemps 95. Oui, c'est ça. Moi, j'ai commencé l'ITA à l'automne 95. Ah oui, OK. Fait qu'on s'est croisés dans la porte. On s'est pas croisés. On n'était pas loin, mais on s'est pas croisés. On s'est quasiment croisés dans la porte. Ouais. Ben, par ailleurs, tu fais référence à Twitter. En analysant rétrospectivement mes souvenirs de ma 2e année à l'ITA, où c'était nous autres qui étaient responsables de l'initiation à l'ITA. Oui. J'ai eu un flashback récemment, puis j'ai partagé cette expérience-là avec un autre agriculteur qui est sur Twitter, qui est Frédéric Jacob. Oui. Puis Frédéric Jacob, à un moment donné, j'ai fait le lien, je ne sais plus pourquoi. Mais il m'a dit une fois, en message privé, que lui a fait l'ITA de 93 à, je vais dire, 97, on va dire. Là, je me suis souvenu, parce que j'ai jamais rencontré Frédéric en personne, mais les gens font référence, et lui-même, que c'est un caractère c'est un gars imposant, qui a une bonne stature. Il fait 6 pieds 5. Ah non, c'est pas un petit bonhomme, là. Fait que là, à un moment donné, j'ai fait le lien que j'ai croisé Frédéric Jacob et son frère, on pensait à l'époque que c'était des frères jumeaux, nous autres, mais c'est pas des jumeaux, là. Puis il m'a dit, parce que lui et son frère, qui était vraiment une tête au-dessus de tout le monde, là, quand ils ont été dans le backstore, là, dans le fond de l'initiation à l'ITA, là, ben, eux autres, à un moment donné, ils ont trouvé ça drôle, mais quand ils ont arrêté de trouver ça drôle, ils ont comme rebellé la foule contre les initiateurs qu'on était en contrôle qu'on passait notre initiation. Puis, il a tout scrappé notre setup d'initiation à l'ITA cette année-là. Fait que là, j'ai fait le lien, j'ai dit, on s'est croisé à l'ITA, puis fait que là, il a dit, t'as une bonne mémoire, Fred, parce que
Il dit, tu remontes des affaires qui datent de longtemps. Là. Ben oui, ça fait quasiment 25 ans, même plus, là. Oui, c'est ça, exactement. Fait que c'est ça. Fait que tout le monde, c'est comme pas croisé dans la même année. Moi, j'étais sorti, toi, tu rentrais. C'est ça, exactement. Non, mais moi, j'ai fait rien qu'un an à l'UTA Saint-Hyacinthe. Mais maudit que j'ai eu du fun. C'était une méchante belle école, cette école-là. Ben écoute, moi, je le dis souvent, là, écoute, ça a été des super belles années pour moi. Le groupe qu'on était, notre groupe, j'ai encore là, des chums proches qu'on se parle régulièrement, qu'on a gardé contact. On s'est revus cet été, là, on s'est revus plusieurs, qu'on a fait un petit souper à la maison ici de chez nous. Puis écoute, c'était des belles années. Là. On a eu bien du fun à l'UTA. Oh oui. Ah, c'était... On a eu même trop de fun un peu parce que un de mes bons copains qui est un peu sur Twitter aussi à Saint-Césaire comme producteur laitier, Laurent Rochon, il m'a rappelé que j'étais le seul de la classe qui a fini de notre petite gang de chums. Là. J'ai été le seul qui a réussi à finir avec tous ses crédits dans l'année parce que tous les autres de notre petite gang, ils ont tous pris des cours complémentaires après, ou je me souviens comment on appelait ça, là, pour être capable d'avoir le diplôme l'année suivante. Les jeunes à l'écoute, soyez plus sages que nous. Ouais, mais ça a l'air que c'est rendu pas mal tranquille à cette heure comparativement dans le temps, là. Il y a plus grand bar d'ouvert à cette heure, hein. Fait que... Non, ça. Mais le bistrot Cicotte, c'est encore ouvert jusqu'à récemment. Je ne sais plus si ça existe encore. Ça avait changé de place, par exemple. Ah, il a changé de place, OK. Ouais. OK. Il a déménagé comme à côté tout proche du concessionnaire Lucier, là, GM Chevrolet. Il était sur la rue des Sols, je pense qu'on appelle, là. Puis il avait changé de place. Mais je suis plus sûr qu'il est encore ouvert aujourd'hui. Parce que le BS, il était sur la rue Cicotte. Oui, il est à côté du concessionnaire Dodge, là. OK, il a changé de place. OK, c'est beau. Ouais. Parce que j'ai vu qu'il était je ne mets pas ma paye en jeu qu'il est encore ouvert aujourd'hui, mais il avait déménagé avec les années. Puis on s'entend la paye d'un producteur de poulet. Aïe, aïe. OK. On va laisser courir les rumeurs. On va laisser courir les légendes urbaines. Ensuite de ça, je pense que tu as été... c'est-tu suite à ta... Ou est-ce que tu as travaillé dans la ferme porcine, que tu es devenu représentant suite à ça? Oui, ben en réalité, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'encore là, la Coop Saint-Amos, à l'époque, avait un nouveau directeur général et puis il cherchait un représentant pour la production végétale. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'il était à la recherche de quelqu'un qui était établi dans le coin, qui avait de l'expérience du terrain, puis qui pourrait être intéressant à faire ce job-là. Puis il y a des gens, en tout cas, qui ont donné mon nom, qui m'ont donné mon nom en référence, puis qui avaient aimé mon expérience de travail, puis qui voyaient un potentiel en moi. Fait que j'ai reçu un coup de téléphone un soir du directeur général de l'époque, Daniel Barré, de la Coop Saint-Amos, et puis qui m'a dit qu'il voulait me rencontrer parce qu'il avait entendu des bons mots sur moi et mon expérience, puis qu'il pensait que je serais un bon candidat. Fait qu'écoute, la seconde avant que le téléphone sonne, tu m'aurais dit que j'aurais pu être intéressé ou penser faire une carrière de représentant dans la vente, en agriculture. Écoute, je l'aurais pas cru. Mais je suis allé à l'entrevue. Ceux qui me connaissent savent que j'ai hésité beaucoup. J'avais un peu d'appréhension envers ce métier-là parce que j'étais relativement réservé comme personnalité. Puis les représentants commerciaux que je connaissais à l'époque, ben je m'identifiais pas du tout à leur personnalité. Fait que je me demandais si c'était pour moi. Mais après avoir hésité, j'ai décidé de foncer. Puis c'est ça, j'ai fait carrière comme représentant dans les productions de grandes cultures, horticoles. J'ai touché un petit peu au porc aussi pour la Coop Saint-Damas, qui ensuite est devenue, qui a fait partie de la fusion qui
qui a mené à la création de la coop des Montérégiennes plus tard. Mais c'est ça, j'ai commencé au printemps, à l'hiver 97. Le printemps 97 a été mon premier printemps. Et puis, j'ai quitté cette fonction-là en 2010, au printemps 2010, en juin 2010. C'est à ce moment-là que j'avais déjà fait un pas en étant à temps partiel sur la ferme. J'ai rencontré ma blonde au travers du périple, là. Mais c'est ça, on pourra en reparler. Mais c'est ça, j'avais déjà commencé à tranquillement prendre un peu de temps de travailler sur la ferme parce que nos besoins en main-d'œuvre grossissaient. Puis ma conjointe savait que j'avais l'appel de travailler avec les animaux, puis qu'éventuellement, je visais idéalement m'établir en agriculture. Fait que j'ai délaissé graduellement, puis au printemps 2010, j'ai fait le grand saut, m'en venir sur la ferme à temps plein. T'avais-tu un gros territoire quand tu étais représentant à Saint-Damas? Parce que il reste que la région de Saint-Hyacinthe, là, c'est une méchante grosse région. Là. Il s'en produit du stock là-bas, du grain, du porc, du poulet. Il y a de tout, là. Puis, il y a plusieurs coops un peu partout. Saint-Damas, à l'époque, ça pouvait représenter à peu près combien de paroisses, si on veut, cette coop-là? Ben, écoute, Saint-Damas, notre territoire géographique était pas grand. Parce que, dans le fond, notre territoire, il commençait, je vais dire, mettons, à l'ouest de la ville de Saint-Hyacinthe. OK? On se rendait, en s'en allant vers l'ouest, là, on allait chercher officiellement, là, notre territoire arrêtait dans le coin de Saint-Jean-Baptiste, Saint-Mathias-sur-Richelieu. Après ça, au sud, écoute, on avait une partie de Saint-Pie. Saint-Paul, on touchait un petit peu. Après ça, côté nord, écoute, on avait Sainte-Madeleine, puis l'autoroute 20 qui arrêtait. On faisait une genre de pointe de tarte qui finissait jusqu'à Saint-Hilaire, à peu près. Parce qu'on était, à l'époque, comme entouré avec Comax, qui était sur un côté. C'est du côté est, on peut dire. Puis il y avait Coop Excel qui était plus au sud puis à l'ouest là, de nous. Mais le territoire n'était pas grand, mais je te dirais qu'on était connu pour avoir une grosse présence locale, puis être très présent. Puis c'est un endroit où il y avait, je pense encore aujourd'hui, beaucoup de fermes de grosseur moyenne. Puis on était présent chez beaucoup en pourcentage, on était présent sur beaucoup de fermes là, de la région. On réussissait, là, malgré notre petit territoire, là, à faire des volumes intéressants. Puis c'est ça, j'ai bien aimé cette expérience-là. Ça m'a fait beaucoup découvrir les relations interpersonnelles, puis l'expérience de la vente du côté professionnel de la vente, parce que je me suis toujours identifié en faisant des trucs, des recommandations professionnelles. Et puis, en tout cas, ça a été une belle expérience. Mais les années passaient, puis j'aurais pu continuer avec des défis nouveaux dans ce domaine-là, mais j'ai décidé de m'approcher, de tomber les deux pieds dans l'élevage puis dans l'agriculture. Parce qu'aujourd'hui, toutes ces coops-là, c'est tout reformé, puis c'est devenu Agisca, je crois. Oui, exactement. Ça, c'est la coop Agisca, si je ne me trompe pas, est venue au monde l'année dernière, en 2021. Ouais, novembre, dans ce coin-là. Là. Ouais, ou novembre 2020, ouais, plutôt. Là. Fait que c'est ça. Fait que oui, c'est maintenant... j'ai été... Quand la première fusion est arrivée entre Saint-Damas, Coop Excel et Acton Vale, j'ai été de 2011 à 2016 sur le conseil d'administration de la Coop Saint-Damas. Puis on a travaillé ensemble pour la première fusion qui est venue au monde, qui a fait naître la Coop des Montérégiennes. Et puis, on savait à ce moment-là, en tout cas moi je savais à ce moment-là que Coop Montérégienne ne serait pas assez grosse longtemps. Et puis que ça l'a, après ça, venu à comme la fusion de plusieurs déjà grosses coops ensemble pour en faire encore une plus grosse dans la région. Ouais, c'est ça. Bon, puis là, pendant que tu étais représentant, c'est là que tu as rencontré ta blonde, mais ta belle-maman, c'était quelqu'un qui était assez connu, là, je pense. Oui. Moi, d'ailleurs, j'ai connu ma future belle-mère avant de connaître ma blonde.
Fait que ma belle-mère, c'était Hélène Miron. Hélène Miron, elle s'est fait connaître dans la région parce que en 1980, elle venait pas du tout du milieu agricole, là. Elle venait au monde à Toronto. Elle a grandi, Toronto. Après ça, c'est amené à Montréal. Elle avait perdu son père très jeune. Elle a grandi à Montréal, milieu anglophone. Pas du tout du côté de l'agriculture. Mais elle avait sa sœur et son frère qui, au fil des ans, se sont établis en agriculture. Puis sa sœur élevait des poulets à Saint-Hugues. Puis son frère avait acheté une terre, puis il élevait des dindes à Saint-Damas. Puis, en tout cas, elle voyait aller ça, puis c'était quelque chose qui l'intéressait. Puis à un moment donné, elle s'est dit que pourquoi pas qu'elle aussi, elle pourrait pas foncer là-dedans. Fait qu'en 1980, elle a fait l'acquisition à son propre compte, là, seule en affaires, de la ferme où ce qu'on est situé aujourd'hui à Sainte-Cécile-de-Milton, qui est devenue la ferme Hélène Miron. Fait que elle avait acheté le site ici qui comprenait seulement 2 poulaillers et le quota rattaché à ça, puis sa résidence sur un site d'à peu près, peut-être, c'est un terrain de 2 hectares, on va dire. Et puis, c'est ça, elle faisait l'élevage du poulet, puis c'était vraiment pas commun à l'époque, là, qu'une femme pas issue du milieu agricole s'établisse à son compte en agriculture. Et puis, elle a joué du coude là, pour obtenir ses premiers financements. Puis, après ça, ben là, elle a réussi à s'établir. Puis là, pendant ce temps-là, elle s'est impliquée du côté de l'UPA, le syndicalisme agricole, c'est l'UPA local, le syndicat local, les éleveurs de volailles du Québec. Là, ensuite, du côté de la coopération, elle a été, selon moi, là, la première femme sur le conseil d'administration de la Coop Saint-Damas. Puis de fil en aiguille, ben c'est ça. Étant présente autour de la Coop Saint-Damas, ben, elle s'est mise à proposer l'organisation d'un tournoi de golf annuel pour rapprocher un peu tous les professeurs agricoles et les membres de la Coop Saint-Damas, parce que Saint-Damas était une coop qui était beaucoup locale au niveau des grandes cultures et du maraîcher, de la production laitière, mais elle rayonnait assez grand avec des clients avicoles sur un large territoire. Fait que ma belle-mère, Hélène, elle avait trouvé, en participant aux assemblées de la coopérative, qu'il n'y avait pas beaucoup de rencontres où ce que les clients avicoles et les membres avicoles et les autres membres de grande culture échangeaient. Fait qu'elle a organisé des tournois de golf pendant, je vais lancer, mettons, autour de 20-25 ans, selon moi. Et puis, c'est ça. Moi, en étant employé de la coop, ben, je participais avec nos clients au tournoi de golf. Et puis, en 2002, j'étais alors devenu célibataire depuis plus qu'1 an. Puis, dans la soirée du tournoi de golf, mais en 2002, j'ai rencontré Jocelyne, qui était la fille de Hélène, puis qui allait pour devenir ma conjointe et éventuellement ma femme. Et puis, j'en dois une grosse à ma belle-mère parce que c'est grâce à elle que j'ai rencontré ma future femme. Ben, c'est le fun, c'est une belle histoire, pareil. Oui. Good. Bon, là, là, c'est ça. Là, vous êtes à la ferme Joël. Oui. Joël, dans le fond, qui est Jocelyne et Hélène. Oui, Jocelyne et Hélène. Ma conjointe, ma femme, c'est Jocelyne. Sa mère s'appelait Hélène. Elle est décédée l'an passé, en 2021, au printemps. Fait que dans l'histoire de la ferme, c'est que ma belle-mère s'est établie en 1980. Elle était déjà là dans la quarantaine avancée, là, je pense. Là. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que sa fille Jocelyne a commencé à travailler avec elle à la fin des années 80. Puis, tranquillement, tu sais, elle l'aidait beaucoup, puis elle a graduellement comme pris en charge elle-même l'élevage des poulets sur la ferme.
Et puis, au travers de ça, pour diversifier ses revenus, ma conjointe, elle avait parti à l'époque un petit peu le jardinage et la vente de légumes, parce que sur le terrain ici, elle jardinait beaucoup. Presque toutes les surfaces inutilisées étaient cultivées en légumes l'été. Fait qu'elle cultivait des fèves, des tomates, toutes sortes de légumes. Puis elle avait établi un kiosque de vente à la ferme pour ses légumes. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que graduellement aussi, elle s'est mise à faire un élevage de gros poulets l'été pour offrir à sa clientèle qui venait acheter des légumes l'été. Fait que là, à l'automne, elle avait commencé à faire de la vente directe à ses producteurs, à ses clients. Et puis, c'est comme ça que petit peu par petit peu, l'élevage du poulet, la mise en marché directe a commencé. Puis, ma conjointe, Jocelyne, elle a formé une société, puis elle a acheté la majorité de la ferme. Elle s'est associée avec sa mère. Et puis, en 1994, est née la ferme Joël, qui vient de la contraction de Jocelyne, ma femme, puis Hélène, sa mère. Fait que c'est comme ça que la ferme Joël est venue au monde en 1994. Puis au fur et à mesure que les années passaient, la mise en marché directe puis la vente de poulets à la ferme grossissait. Et puis quand j'ai connu Jocelyne en 2002, elle cultivait encore, elle avait encore son kiosque de vente de légumes. Et puis, c'est ça, en 2003, on a pris la décision de... ça faisait à l'automne 2002, quand j'ai l'année de ma rencontre avec Jocelyne, l'automne 2002, il y a un des deux poulaillers qui a été détruit par le feu. Puis, ça l'a amené... Il y avait déjà un projet un peu de grossir la mise en marché, puis de peut-être... créer une cuisine commerciale. Fait qu'au printemps 2003, c'est que le poulailler qui était incendié a été reconstruit. Ensuite de ça, on a déplacé la maison de ma belle-mère sur le site ici, sur la ferme. On a construit notre résidence ici, qui incluait, mettons, la cuisine commerciale et la boutique de vente à la ferme. Et puis, tout ça, on a emménagé ici en 2004. Puis en 2004, on a vraiment ouvert un local dédié à la vente, à la transformation du poulet là, directement sur la ferme chez nous. Puis ça a contribué comme à faire grandir encore plus là, la vente directe aux consommateurs du poulet élevé sur la ferme. Parce que tous les plats que vous faites à la boutique, on va en revenir, là, mais tout est fait à la ferme. Les pâtés, les sauces, tout. Là. Oui, tout est fait ici. Là. Présentement, on est en train justement de rénover là, la cuisine. La cuisine est située comme au sous-sol de notre résidence. La boutique est comme attelée à notre résidence directement. On descend 3 marches, on tombe dans la boutique pour aller servir les clients. Puis tout est fabriqué ici. Fait que les pâtés au poulet sont toutes roulées à la main. Les sauces sont fabriquées ici. C'est toutes nos recettes de produits que Jocelyne puis ma belle-fille Geneviève ont développées. On a testé. On fait les goûteurs professionnels, on teste les recettes avant de les mettre en marché ici. Puis quand la réponse est bonne, on lance un nouveau produit. Puis c'est en vente ici là, au détail à notre boutique à la ferme, au marché public à Granby, au relais de la Pomme à Saint-Paul, puis la ferme des Trois-Clés à Granby aussi. Parce que moi, j'y étais à ta boutique au printemps passé. J'avais acheté du stock pas mal. Puis, en tout cas, si vous avez la chance d'y aller, là, c'est super bon. Tous les produits sont excellents qui sont faits là. Merci Christian pour les bons mots. Oui, ça fait bien plaisir. Écoute, puis il y avait des produits que tu m'avais montrés puis que j'avais comme jamais vu. J'étais bien surpris, comme du poulet haché. Maintenant, tu m'as montré ça. Du poulet haché. J'avais jamais vu ça. Oui, c'est ça. Tu parles du poulet haché. On a différents produits là, que les gens aiment beaucoup. Le poulet haché, nos rôtis de poulet, les coques farcies au poulet, là, c'est vraiment des produits qui sont particuliers. Puis les gens, quand ils goûtent à certains de nos produits, nos saucisses 100% au poulet, quand les gens goûtent à ça, ou qu'ils en ont mangé ailleurs, automatiquement, ils se font référer chez nous, puis là, ils arrivent en disant « J'ai goûté quelque chose, là, puis c'était vraiment bon, puis là, c'est un rôti, puis c'est un coq farci, quelque chose de même, là. » Fait que là, ils viennent nous revoir ici parce qu'ils ont vraiment aimé ce qu'ils ont mangé. Puis oui, c'est des choses
qu'on a participé à faire découvrir un peu plus, parce que le poulet haché, ça valorisait beaucoup à l'époque, mettons, la cuisse. Fait qu'à un moment donné, tu sais, quand tu élèves un poulet, tu sais, sur un poulet, ça a l'air rigolo, là, mais tu sais, ça a 2 ailes, 2 cuisses, 2 poitrines, mais tu sais, si tu as des clients pour acheter les poitrines puis que tu vends pas les cuisses, ben là, tu crées un problème. Ça prend un équilibre. Puis à un moment donné, avec les années, les Québécois étaient beaucoup des consommateurs de poitrines et un peu moins de cuisses. Fait qu'à un moment donné, on se demandait, comment qu'on valoriserait plus la cuisse pour équilibrer un peu écouler notre production. Puis ma blonde a eu l'idée de faire du poulet haché. Puis on a testé ça, et puis ma blonde s'est mise à cuisiner. Puis elle a essayé de cuisiner avec le poulet haché, comme on le fait un peu avec le bœuf haché. Et puis, dans le fond, on peut remplacer le bœuf ou le porc haché par le poulet haché dans à peu près toutes les recettes imaginables. Et puis, c'est un beau succès. Et encore la semaine dernière, j'ai servi un client ici à la boutique, puis qui dit qu'il cherchait ça, puis il était bien content d'apprendre qu'on pouvait y offrir du poulet haché, justement, pour faire ses recettes. Tu sais, quand tu parlais de valoriser les cuisses de poulet, quand tu vas au restaurant et que tu te demandes un choix du chef, c'est une cuisse qu'il va te donner. Il y a des grosses chances. Il y a des grosses chances parce que protéine est beaucoup plus populaire. Écoutez, les Québécois, c'est des mangeurs de poitrine de poulet. Fait que là, à un moment donné, il y a trop le même problème, là, c'est que les chaînes, à un moment donné, ils peuvent pas acheter juste la poitrine, là. Fait que là, ils ont de la cuisse à passer. Fait qu'ils donnent le choix du rôtisseur ou le choix du chef, là. T'as des chances que tu aies une cuisse dans ton assiette. C'est ça. Les chances sont extrêmement fortes que tu aies une cuisse dans ton assiette. En effet. J'avais déjà demandé une fois à la serveuse, tu sais, moi, je prendrais le choix du chef, mais peux-tu choisir pour lui, m'en prendre une poitrine? Alors, je vais lui demander, mais habituellement, c'est rare qu'il donne des poitrines. J'ai eu une poitrine. J'ai été fin. Puis moi, maintenant, je mange juste la cuisse, tu sais. Ah oui? Fait j'aime beaucoup la cuisse. Mettons, si je vais dans une rôtisserie, je vais manger surtout la cuisse. Puis j'aime beaucoup la poitrine, mettons, sur un poulet à la mijoteuse. C'est quelque chose que je me suis mis à découvrir la cuisse, le haut de cuisse de poulet, le pilon. Et puis maintenant, j'ai un petit penchant plus du côté de la cuisse que de la poitrine. Fait que je participe moi-même à équilibrer mieux ma production. Ah, ben c'est cool. À part de ça, quel autre produit que tu as qu'on voit pas vraiment ailleurs dans ta boutique? Ouais. Ben écoute, nous, qu'est-ce qui caractérise beaucoup notre production puis les poulets qu'on vend ici, c'est que on fait des poulets de plusieurs grosseurs différentes. Fait que dans le poulet entier, si vous êtes une petite famille, un couple ou une petite famille de 2 personnes, vous pouvez venir chercher un petit poulet de 3,5 livres à 4 livres entier. Il va répondre à votre besoin. Si vous avez une famille un petit peu plus grosse, ben, vous pouvez venir chercher des poulets de 6-7 livres, admettons. Et puis, vous allez pouvoir faire plus de plats à cuisiner avec. Et si vous avez une grosse famille, ou ben non, vous voulez faire une grosse bâche de pâte au poulet vous-même ou la transformation chez vous, ben là, vous pouvez venir acheter un gros poulet qui va peser jusqu'à 9 à 10 livres dans nos plus gros. Fait que ça, c'est d'avoir cette variété-là, ben, c'est bien apprécié de notre clientèle. Ensuite de ça, ben, j'ai mentionné un petit peu tantôt, les saucisses au poulet sont de plus en plus populaires. Et puis, nos saucisses sont 100% faites au poulet. C'est toute la belle cuisse de poulet qui est faite en poulet haché qu'on met là-dedans. On a différentes saveurs. On doit avoir une douzaine de saveurs différentes de saucisses 100% au poulet. Et puis, les gens ils aiment beaucoup la saucisse au poulet. Je répète un peu, nos rôtis de poulet, c'est vraiment très apprécié. C'est un produit particulier, c'est un produit que vous allez faire cuire au four, une cuisson lente. C'est vraiment fait avec la partie la plus tendre du poulet là, qui est les hautes cuisses. Et puis, c'est assaisonné, mariné. Puis ça fait un repas là, qui est très apprécié. Là.
si vous recevez de la visite, ben faites attention à qui vous faites manger ça parce qu'ils vont venir manger chez vous souvent. Est-ce que tu as des options sans gluten, peut-être pour tes pâtés, des affaires de même? Oui. On a des produits parce que ma conjointe est intolérante au gluten. Puis on est une gang d'intolérants au lactose. Là. Moi, je le suis maintenant, fait que depuis 2 ans. Fait que, du côté des sans gluten, on a certains produits qu'on fabrique qui n'ont pas de gluten ajouté dedans, puis que les gens peuvent venir acheter. Puis on a une liste de produits qu'on est capable de leur suggérer parce que ma blonde est sensible au gluten, puis on est capable de recommander ces produits-là parce que ça fonctionne. Fait que oui, les gens sont souvent bien heureux de pouvoir partager leur problème alimentaire avec ma conjointe, puis ma belle-fille, puis nous autres en général, parce que ma conjointe est intolérante au gluten, est intolérante au lactose, à l'histamine, à différents produits. Donc, on est capable de référer les gens sur plusieurs des produits qu'ils peuvent consommer à la ferme, autant dans le poulet, je vais dire, entier ou découpé, nature, on peut dire, mais certains produits transformés, on est capable de leur suggérer des produits qui sont adaptés là, à différentes restrictions alimentaires. Oui, parce que tu peux avoir des épices barbecue, par exemple, qui a eu du blé dedans. Fait qu'aussitôt qu'il y a eu du blé, il y a du gluten. Oui, ouais, exactement, oui. Parce que j'ai un enfant qui est rendu sans gluten, là, fait que là, faut magasiner un petit peu plus, mettons, quand on achète nos produits. Là. Ouais, t'apprends à lire les étiquettes, hein, Christian? Oui, pas mal, parce que j'en ai un qui est allergique aux arachides. Ça va assez bien, parce que dans les repas principaux, c'est rare qu'il y ait des arachides là-dedans. C'est plus les desserts, des chocolats, des affaires de même. Le gluten... Les collations, là. Le gluten, c'est partout. Ben, dans les collations, dans les desserts, dans les plats principaux, dans les saucisses, il y en a partout. Partout. Ouais. Parce que j'ai acheté des saucisses à l'agneau que j'avais acheté chez les Brebis du Beau-Rivage là, à Saint-Nicolas, du monde qui avait passé au podcast. Puis eux autres, ils étaient écrits dessus sans gluten. OK. Fait que là, je l'avais donné à mon gars, il avait bien aimé ça. Mais ça, là, ça coûte plus cher aussi de magasiner du sans gluten. Ça peut parfois. Ici, dans notre cas, à la ferme, les produits qu'on suggère sans gluten aux gens, il n'y a pas de surcharge. C'est que la recette a été construite pour être capable de répondre à ce besoin-là. Mais oui, c'est plus complexe, puis ça peut coûter plus cher parfois. Ouais. Fred, tu sais, tu es producteur de poulet. Tu produis ton propre poulet pour ton marché. Là, comment tu fonctionnes? Est-ce que, mettons, tu dis, bon, par exemple, tu fais une batch de poulet pour ton acheteur qui va avoir, je lance un chiffre de même, un poulet de 2,5 kg. Tu vas livrer une partie du poulet, mais il y a une partie, mettons, que tu gardes, là, mettons, une centaine de poulets, que tu vas les faire grossir encore un peu plus pour ton marché. Est-ce que c'est un peu comme ça que tu fonctionnes? Ben, c'est-à-dire que ça a été longtemps comme ça. OK. C'est-à-dire que ici, sur la ferme, on produit du poulet pour notre mise en marché ici dans notre magasin, à notre boutique directement à la ferme. Et on produit aussi du poulet régulier pour Olimel et d'autres abattoirs, admettons, pour le marché pour le marché commercial, si on peut dire. Fait que maintenant, nos volumes qu'est-ce qu'on met en marché ici sur la ferme, c'est surtout du poulet de plus que 3 kilos. Puis je te dirais que notre moyenne, c'est du poulet d'environ 4,5 kilos, mettons, qu'on fait pour la mise en marché à la ferme, si je prends le poids moyen. Fait que maintenant, nos volumes sont quand même sont suffisants pour qu'on puisse faire un élevage entier dans un poulailler où ce que tous les poulets vont sortir à un poids de plus que 3 kilos. Mais c'est jusqu'à récemment, ou même ça arrive parfois encore, que on va démarrer un élevage, on remplit le poulailler. Quand les poulets atteignent un poids les coqs atteignent à peu près, c'est tous des mâles qu'on élève ici sur la ferme. Les poussins sont sexés à la naissance, et puis ils sont séparés, les mâles et les femelles, au couvoir. La différence se fait dans les plumes sur l'aile.
Je mélange tout le temps les deux, là, mais il y a un poussin qui, à la naissance, il y a 2 rangées de plumes, puis il y a un poussin qui a seulement 1 rangée. Fait que les poussins sont séparés mâle-femelle au couvoir. Nous autres, on prend juste les mâles et puis on va remplir un poulailler. Quand les poulets vont arriver autour de 35 jours en moyenne, 35-36 jours, il y en a une partie qui vont partir, mettons, pour aller chez Olimel, qui vont aller, les poulets, mettons, vont surtout s'en aller du côté de la rôtisserie, là, les Saint-Hubert, Scores, Benny's, etc. Puis après ça, nous, on va continuer l'élevage pendant un autre presque 35 jours pour faire nos poulets qui vont commencer, mettons, à 3 kilos vivants jusqu'à s'en aller jusqu'à plus de 5 kilos vivants là, pour répondre aux besoins de nos clients sur la ferme. Mais là, maintenant, on a assez de volume pour notre mise en marché ici à la ferme pour faire, admettons, un élevage qu'on va emplir le poulailler avec moins d'oiseaux, mais on va seulement les livrer à l'abattoir pour la transformation à partir de 3 kilos. Donc, ça va être seulement ces poulets-là qu'on va faire un élevage particulier là, pour répondre aux besoins de notre mise en marché à la ferme. Donc, quand tu as besoin de 100 poulets de 100 kilos, tu vas chercher 100 poulets, tu mets ça dans ton trailer, puis tu vas les porter à l'abattoir. Le restant continue de grossir jusqu'à la grosseur voulue. Oui, souvent, on va y aller là, toutes les semaines. Là, mettons, 4 ou 500 à la fois, là, puis on s'en va vers ça. Là, au fur et à mesure que les semaines, c'est comme je dis aux clients, ben, on commence la semaine 1 avec nos petits poulets qui peuvent commencer à peser 2,5 kg vivants. Puis après ça, ben, les poulets grossissent à toutes les semaines. Et puis, on termine par nos plus gros là, qui vont peser là, jusqu'à 5,5 kg vivants, qui vont faire des poulets de 9 à 10 livres là, abattus. Puis tes poulets que tu vas servir pour faire des pâtés, est-ce que tu vas prendre les plus gros poulets possibles ou ça n'a pas d'importance? Ben, souvent, on va cuisiner ici avec des poulets quand même assez gros parce qu'évidemment, ben, c'est comme tu as un meilleur rendement carcasse, tu as plus de viande sur chaque oiseau. Quand tu investis la main-d'œuvre pour désosser un poulet, ben, ça prend à peu près le même temps de désosser un petit poulet qui va peser 1,7 kg que le poulet qui va peser environ 4 kilos. Fait que c'est ça qu'on cuisine plus souvent avec le poulet plus gros ici. Là. On s'adapte aussi selon la disponibilité, là, parce que si des fois nos très gros poulets ont tous été vendus à notre client, bon, on prend les autres un peu plus petits là, pour cuisiner. Là. Puis là, tu parlais que tu as chez vous des poulets mâles. Mais c'est quoi la différence entre le mâle et la femelle pour l'engraissement du poulet? En réalité, la différence, elle va se situer, mettons, plus vers la fin de l'élevage puis du potentiel de gain de l'oiseau. Une femelle va, mettons, le marché des femelles ici au Québec, dépendamment des abattoirs, ça va être un poulet femelle qui va peser entre 2,2 puis 2,4 kilos vivants. La femelle, elle, si on la garde plus longtemps, à un moment donné, sa croissance va plafonner, puis elle va difficilement être capable d'aller chercher un poids de 4 kilos, elle, vivant. C'est-à-dire que le coq, le mâle, ben là, lui, on est capable de l'emmener jusqu'à un poids plus lourd qui est capable d'aller chercher, mettons, à 65 jours environ, il va peser entre 5,2 et 5,5 kilos vivants. La femelle, elle, il faudrait que je vérifie les chartes, mais elle va plafonner avant, son efficacité alimentaire va se détériorer, puis elle va déposer plus de gras aussi parce qu'elle ne peut pas développer la même masse de viande. Fait qu'à un moment donné, pour les très gros poulets, ben, c'est le mâle qui est plus avantageux là, de ce côté-là. OK. Non, c'est beau. Parce que je sais qu'on a déjà vu des vidéos, mettons, à FTV, où on voyait que les poussins sortaient du couvoir, puis souvent, les mâles étaient comme déjà abattus. Ils étaient comme débarrassés parce que personne ne les voulait. Ouais. Ça, c'est dans le cas des poules pondeuses, les pondeuses commerciales ou les mâles de reproduction, mais surtout les pondeuses commerciales où ils vont pondre les œufs là, pour la consommation. Là. Eux, c'est de la génétique que les oiseaux sont vraiment très, très, très petits. Puis, dans la pondeuse commerciale, pour les œufs de consommation, ben les mâles, ils n'en ont pas besoin dans l'élevage. Parce que on veut des œufs qui ne sont pas fertiles,
Donc, il ne faut pas qu'il y ait de mâle au travers du troupeau. Donc, c'est ça la problématique, si on peut dire. Puis c'est que ces génétiques-là, il n'y a pas de viande après les oiseaux. Fait que tu peux pas dire, on va prendre les mâles sur un côté, ben on va les engraisser, puis on va, tu sais, c'est comme, il y a pas de potentiel de viande sur un oiseau qui vient du côté de la ponte commerciale. Il n'a pas été sélectionné pour faire de la viande, là. Pardon, excuse? Il n'a pas été sélectionné pour faire de la viande. Non, pas du tout. Lui, cette génétique-là a été sélectionnée pour être maigre, pour avoir une capacité de pondre des œufs là, qui avec le maximum d'efficacité. Mais les mâles, eux autres, ils réussiraient pas à... Je connais pas les chiffres par cœur, mais ils n'ont pas le potentiel d'atteindre des poids de 3 ou 4 kilos vivants puis avoir de la viande après. Ils sont pas faits pour ça. Fait que ça forçait comme un peu l'euthanasie des poussins à la naissance. Dans ce cas-là. Mais là, les technologies de sexage des poussins dans l'œuf existent déjà puis commencent à prendre de la place sur les marchés. Certains pays sont déjà là, passés à des élevages où en ponte commerciale, les oiseaux sont sexés dans l'œuf. Donc, les poussins mâles, ils n'auront pas à éclore pour être euthanasiés. Ces œufs-là vont être envoyés sur un autre marché pour la transformation, quelque chose comme ça, avant même d'éclore. Fait que si on est capable de faire éclore les femelles, seulement le nombre de mâles nécessaires à la reproduction des troupeaux parentaux là, à l'origine des poules commerciales. Là. OK. Puis quand tu fais une batch 100% pour vendre à Olimel, par exemple, est-ce que là, c'est soit toutes des mâles ou soit toutes des femelles ou c'est tout mixé? Olimel, ici, les lots qu'on fait pour Olimel, pour eux, c'est aussi des lots sexés et c'est seulement des coqs aussi. OK. Fait que c'est comme ça. Certains éleveurs préfèrent faire l'élevage de la femelle. Nous, on préfère l'élevage des coqs parce qu'on est déjà habitué à la régie différente là, de l'alimentation, des programmes lumineux, parce qu'on fait déjà de très gros poulets pour le magasin. Certains éleveurs aiment mieux les femelles. Certains, ça leur dérange pas. Fait que, mais nous, présentement, pour Olimel, on fait des coqs. OK. Bon, c'est bien parfait, ça. Bon, c'est bien parfait, ça. Hey, Frédéric, je te dis un gros merci pour ta participation au podcast et la présentation de ta ferme. Regarde, vas-y, si tu veux plugger la ferme, le site Internet, là, c'est le temps. Vas-y. Ben, écoute, merci beaucoup à toi, Christian. C'est un plaisir de pouvoir discuter avec toi puis de parler d'agriculture en général puis d'être capable de présenter notre ferme en plus, en bonus. Fait que j'invite tous les gens à l'écoute. Vous pouvez apprendre à mieux nous connaître en visitant notre site Internet www.fermejoel. Joel, ça s'écrit JOHEL.com. On a une page Facebook aussi, à Ferme Joel. Et puis, notre boutique est située sur la ferme, à Sainte-Cécile de Milton. On est ouvert 4 jours semaine, mercredi au samedi. On prend des rendez-vous en dehors des heures régulières aussi. On est de mercredi au vendredi de 9 à 5, le samedi de 9h à 4h, puis sur rendez-vous les autres journées. Et on vous invite à venir faire un tour là, dans notre belle région de Sainte-Cécile de Milton, puis venir découvrir notre ferme et nos produits. Good. Hey, un gros merci, Fred. Puis je vous invite tout le monde à aller visiter la ferme et à aller acheter de ses produits. Ils sont super bons. Puis pour nous autres, on va se redire à la prochaine fois. Fait que bye bye tout le monde. Salut!